Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour notre premier webinaire Talsom. Dans le fond, avec Talsom, donc, on va essayer de faire chaque mois une série de webinaires pour pouvoir vous présenter différentes problématiques, différentes approches, que ce soit en innovation, mais aussi dans nos autres offres de services. Puis aujourd'hui, donc Adil, je suis design lead dans le studio d'innovation chez Talsom. Dany avec moi. Bonjour tout le monde. Dany dans le studio d'innovation aussi. Absolument. Avec Adil. Absolument, on est très ravis d'être là, très très content. Le but de ce webinaire, en fait, ça va être de vous expliquer un peu notre projet avec l'itinéraire. Donc, je pense que pour quelques-uns d'entre vous, peut-être tout le monde, a assisté au Design Thinking Jam qui a eu lieu en septembre et sur lequel donc, en fait, on a invité les gens à venir nous aider, faire un peu de l'idéation sur les problématiques qu'on avait avec l'itinéraire. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de notre approche. Donc le détail d'approche qui était le design thinking, donc un peu vous parler de qu'est-ce que c'est, comment c'est pendant un projet, les différents résultats, méthodes, mais aussi donc vous présenter les résultats de la solution et la solution à laquelle on est arrivé. Exactement. Puis avant tout, c'est important de remercier tous les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui, mais aussi les gens qui étaient là au Jam. Ouais. Le Jam, dans le fond, c'est un événement à l'intérieur d'un projet. Le projet, dans le fond, c'est vraiment la rencontre entre Luc Desjardins, qui est DG au groupe L'Itinéraire, et Olivier, qui est président ici chez Talsom. Puis, à travers différentes discussions, ils se sont rendus compte que le groupe L'Itinéraire, qui vend le magazine, justement, L'Itinéraire en format papier, ils le vendent, dans le fond, avec l'argent physique que les gens peuvent avoir. De moins en moins, les gens ont de l'argent sur eux. Donc, j'étais allé voir comment on est capable de répondre à cette problématique-là. Et nous, ce qu'on est arrivé, on leur a proposé de le faire avec une démarche de design thinking, justement. Mais avant de commencer le projet, on s'en a vraiment mis comme les cartes sur table et tout. On a dit, quand on fait une démarche de design thinking, on se rend compte souvent qu'on est capable de ressortir différentes problématiques qui sont souvent invisibles ou qu'on ne considère pas quoi que ce soit. On leur a dit, est-ce que vous êtes ouvert justement à revoir votre modèle d'affaires? Quel est votre degré d'ouverture? Ils nous ont dit, vous avez carte blanche. Vous pouvez vraiment voir les différentes options qui sont possibles à l'intérieur de nos murs. Fait qu'on est vraiment, on a parti la démarche avec eux, avec les camelots aussi. Puis vraiment, on voit que la démarche de design thinking, on va voir dans les différentes étapes, on a réussi à sortir différentes problématiques aussi, mais le but du jam en tant que tel, c'est vraiment d'être capable de ramener l'aspect communautaire, le monde des affaires aussi, qui sont très en action dans tout ce qui est Montréal et tout, de réussir à les rejoindre pour un événement, puis voir c'est quoi les différentes idées, avec les différentes visions que les gens peuvent avoir. Absolument. Pour un seul et même événement. Absolument, on va revenir au jam rapidement tout à l'heure. Mais juste pour rappeler l'itinéraire, au fait, qu'est-ce que c'est que l'itinéraire? C'est un organisme à but non lucratif au fait, qui œuvre pour la réinsertion sociale des gens à travers la vente d'un magazine, qui est le magazine papier que des gens voient certainement, vous avez peut-être dû le voir dans les métros, la SAQ, donc, qui est vendu par les camelots. Exactement. Qui sont les vendeurs du magazine. Puis les camelots, c'est pas nécessairement des mendiants non plus, c'est des gens qui ont soit eu des troubles de toxicomanie, des troubles psychologiques, puis qui décident de vouloir s'en sortir. Ce sont des travailleurs autonomes qui sont chapeautés par le groupe L'Itinéraire, qui les appuient justement dans leur réinsertion sociale. Exact. Puis donc la problématique qui nous est venue, que vous allez pouvoir le voir à l'écran. Donc on a en fait effectivement aussi la photo de Luc Desjardins, toujours élégant. Donc la problématique était comment pourrions-nous développer une nouvelle solution de paiement pour prévenir la diminution des ventes. Donc c'est de là qu'on est parti. On est parti à partir de ça. Puis l'approche donc qu'on a adoptée, on vous disait, c'est le design thinking. Donc c'est une approche itérative, une approche où l'humain est central, donc une approche de résolution de problèmes. Et là, au ce moment où est-ce qu'on en est, on est un peu à la réalisation. Donc on a fait plusieurs choses. Puis justement, on en a fait des choses avant d'en arriver là, Dany. Oui, je dirais le projet est parti vers la fin du mois de juillet. Il s'est terminé il y a peut-être 2 ou 3 semaines avec une présentation finale devant Luc pour exprimer dans les différentes découvertes, différents enseignements, différentes solutions qu'on a testées, validées au cours du processus. Puis tout au long justement du travail en tant que tel, on a rencontré environ une soixantaine de camelots. Et puis, une soixantaine de camelots à travers des entretiens, à travers des observations, à travers des étapes de testing aussi. Mais au-delà des camelots, on a aussi rencontré environ 350 personnes. Des personnes, justement, on est allé faire des entretiens, on a fait différents vox pop avec les gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de l'itinéraire et tout. Il y a aussi des gens qui étaient présents au Jam. On a dénombré environ 180 personnes qui étaient présentes au Jam, mais aussi alentour. On a fait des questionnaires avec le public, des questionnaires avec les abonnés aussi du magazine. Fait, en gros, 350 personnes qu'on estime qu'on est allé voir
au fil des différentes étapes aussi. Ouais, absolument, ça a été vraiment une partie très importante du projet qu'on appelle l'empathie ou la découverte, le discovery, où on va véritablement essayer d'aller comprendre la problématique. Puis juste, petite parenthèse, pour les gens qui nous regardent, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire au fur et à mesure. On va y revenir à la fin. On aura un 10 minutes pour y répondre, mais n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure qui vous viennent à l'esprit. Puis après ça, on est allé sur de la définition. Donc on comprend le problème et après, on essaie en entonnoir d'aller vraiment framer un peu ce problème-là, dire ok, voilà ce qu'on a découvert. Puis ça passe aussi par finalement découvrir des insights. Ouais, Donc nous, on a découvert vraiment des choses qui nous ont qui ont changé un peu la vision du problème. Oui, parce que souvent, tu vas prendre une problématique initiale, tu vas dire on va passer en mode solution tout de suite. La démarche qu'on a prise, c'est vraiment rencontrer des gens directement. On a ressorti environ une dizaine d'enseignements, des insights, de la réalité des camelots en tant que tel. On va pas passer à travers de chacun de ceux-là, mais deux grands qu'on a vraiment ressortis, c'est le désir de participation citoyenne. C'est des gens qui se retrouvent dans une situation qui n'est pas nécessairement toujours facile ou est-ce qu'ils font face à l'isolement beaucoup. Ouais. Donc, c'est vraiment être capable de les sortir de cet environnement-là puis les faire participer justement dans la société. Puis un autre point aussi, c'est un aspect de vulnérabilité. C'est des gens qui ont vécu des différents troubles puis qu'ils se retrouvent dans un élément où est-ce que souvent monétairement, c'est pas nécessairement facile. Puis là, de retourner vendre le magazine directement, c'est pas nécessairement la tâche qui est la plus facile aussi. Puis tous ces amalgames-là de différents insights, un souvenir qu'on a des différents entretiens qu'on a fait, c'est cette rencontre avec Isabelle. Isabelle, dans le fond, qu'on peut voir sur la photo à l'écran en ce moment, mais Isabelle, il y a peut-être 2 ou 3 ans, elle a vécu différents problèmes personnels. On ne va pas nécessairement rentrer dans les détails de tout ça. Puis elle s'est retrouvée dans une situation vraiment précaire. Puis elle a décidé de rentrer, faire différents cours sociaux, aller voir dans des groupes et tout pour commencer à se réintégrer dans la société. Puis elle est tombée justement sur une autre personne qui était camelot à l'itinéraire. Et elle a commencé à vendre des magazines aussi pendant environ 1 an, 2 ans et tout. Elle a continué à se ramasser des sous à droite et à gauche comme ça. Et finalement, elle a été capable de retourner à l'école, faire un cours. En ce moment, elle est en train de faire une démarche pour trouver un emploi. Elle continue à vendre des magazines pour payer ses uniformes, payer son permis de conduire aussi pour se déplacer. Fait que c'est vraiment un bel exemple de comment est-ce que l'itinéraire est capable d'aider quelqu'un, puis à quel point est-ce que c'est important de répondre à cette problématique-là, que les gens ont moins en moins d'argent physique sur eux pour acheter le magasin. Exact. Puis moi, ça me fait justement penser à la mission effectivement de l'itinéraire qui est de la réinsertion sociale. Puis nous, on l'a compris, la réinsertion sociale, ça veut dire beaucoup de choses, mais à travers les témoignages des camelots, ça voulait dire avoir cette interaction avec les gens, de sentir qu'on est utile. Donc je rappelle de France aussi, qui était très heureuse de nous dire, de nous raconter comment elle venait en aide aux gens, clients qui venaient devant la SAQ, qui lui laissaient les sacs, qui lui laissaient leurs chiens, même leurs enfants. Ça la rendait très fière. Puis finalement, donc c'est ça un peu la réinsertion sociale, c'est te trouver sa place, trouver qu'on est utile et aussi qu'on est capable de faire des choses comme Isabelle qui a réussi à s'en sortir. Et puis de là donc est sorti un peu notre persona, Édouard. Édouard, donc le persona, c'est le représentant on va dire de nos utilisateurs. C'est une photo qui représente groupe l'itinéraire, c'est entre 120 et 130 camelots qui œuvrent dans le fond au sein de cet organisme-là. Puis dans le fond, c'est une photo qui prend en compte les différents besoins, les différentes aspirations des camelots aussi, puis est capable de dresser une image globale de tout ça. La première fois qu'on est venu présenter le persona, on l'a présenté justement à Luc Desjardins, qui est DG justement au groupe l'itinéraire. Puis il a acquiescé dès le départ, il a dit la lecture que je fais de ce personnage-là, c'est exactement la représentation que j'ai des différents camelots. Puis par la suite, directement au jam, on est allé le présenter à tous les participants qui étaient là. Et on voyait les différents camelots qui étaient dans l'assistance et tout, puis tout le monde hochait de la tête. Ils étaient tous d'accord avec la lecture qu'il faisait voir, qu'il pouvait avoir d'Édouard directement. Exact. Puis Édouard, ça a été très utile justement pour les gens qui étaient là au jam, pour pouvoir être capable de visualiser pour qui au fait ils sont en train de créer une solution. Donc le personnage, c'est ça aussi, c'est de représenter les besoins, représenter les comportements et les sentiments pour mieux
penser à la solution, bien sûr. L'idéal, c'est d'être là dès le projet, mais ça a été au moins un moyen pour les gens de vite se mettre dans le bain et dans le contexte. On a eu d'autres insights par rapport au public qui aussi étaient partie prenante. Parce que non seulement, oui, on a rencontré les camelots, oui, c'est un usager, si on veut, plus grand que nature, si on veut, dans la vente du magazine, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il s'adresse à un public. Dessus, on s'est rendu compte que il y avait une méconnaissance auprès du groupe L'Itinéraire. Les gens du public n'ont pas nécessairement la connaissance de qu'est-ce que fait le groupe L'Itinéraire en tant que tel. Les gens rencontrent des camelots dans le métro ou devant un épicerie ou quoi que ce soit, sans savoir nécessairement c'est quoi la raison en arrière de tout ça. Et un autre point qu'on a remarqué aussi, c'est ce qu'on appelle le donator fatigue. Désolé de l'anglicisme en arrière de ce terme-là. Mais les gens sont de plus en plus sollicités. Puis on se rend compte que si jamais on rentre dans un édicule du métro, on va rencontrer un camelot. Après ça, on va rencontrer deux autres causes qui sont très, très valables et tout. Ensuite, on va avoir un mendiant qui va demander de l'argent. Donc, sur un court espace de temps, on peut se faire demander 3 ou 4 fois de l'argent. Puis après ça, se rendre dans le métro, aller faire son déplacement et tout ça. Donc, on se rend compte que de plus en plus, les gens sont sollicités autour de ça. Oui, exactement. Et puis, de là, donc, en fait, ça a été un peu ces enseignements qui nous ont permis de dire, OK, on avait une problématique initiale, on s'en rappelle, donc qui était, encore une fois, par rapport au modèle de paiement. Mais de là, en fait, on a compris qu'avec la participation sociale, justement, qu'on a dit que pour les camelots, ce qui était important, c'est justement cette interaction avec les gens, de sentir qu'ils sont capables d'avoir une place, de retrouver cette place-là dans la société, d'avoir une expérience vraiment unique qui leur apporte beaucoup, mais aussi pour le public, comme on l'a vu, donc les gens vont donner, mais il faut aussi qu'ils voient un peu pourquoi ils donnent, donc il faut que le produit aussi soit intéressant pour eux, donc le magazine est intéressant pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, donc il y a aussi une réflexion à faire là-dessus. Donc ça nous a amené à repenser le problème, ou le design challenge, en se disant justement, est-ce que finalement, donc la question c'est, comment faire en fait de l'interaction avec le camelot, une expérience mémorable qui est bénéfique à la fois pour les passants et le camelot. Donc ça résume bien un peu tout ce qu'on a dit. Puis pour aller plus loin encore dans ce cadre-là, non seulement il y a l'expérience, mais on s'est rendu compte aussi que l'aspect de visibilité n'était pas toujours là. Les gens, étant donné que le nom de l'itinéraire n'est pas nécessairement connu, les gens ne connaissent pas nécessairement c'est quoi le groupe en tant que tel. Il y a aussi un point sur le produit. Le magazine L'Itinéraire comme tel, c'est un produit qui est en papier. On sait que de plus en plus, les médias traditionnels sont en train de délaisser le papier. Donc, est-ce qu'il y a différents défis autour de ça qu'on peut commencer à adresser? Tout le monde a des contenus électroniques maintenant. Exactement. Et alors, on a posé cette question-là aux gens qui étaient présents au Jam. Puis par la suite, tout ce qui est les talents, on s'est rendu compte que les camelots, c'est des gens qui ont beaucoup de talent. Il y a des gens qui sont capables de réparer des vélos, des anciennes couturières. Il y a des gens qui ont des diplômes qu'on n'imaginerait même pas. Il y a des gens qui sont des anciens psychologues ou quoi que ce soit. Donc, c'est être capable de bénéficier de ces talents-là. Puis comment est-ce qu'on est capable de les offrir justement à la société pour justement continuer cette réinsertion-là. Exactement. Donc les gens qui ont été au Jam doivent se rappeler de certaines de ces questions. Donc c'était les design challenges qui leur ont été donnés. Puis donc là après ça on est arrivé au Jam en fait. Le Jam, cet événement qui était tout simplement incroyable au mois de septembre, très belle journée. Moi j'ai été personnellement vraiment impressionné par l'implication des gens qui sont venus, la qualité des idées qui est sortie de là. C'était juste un événement vraiment incroyable. Oui, puis on a dénombré environ au-dessus de 1000 idées au complet, puis environ 60 entreprises différentes qui étaient là, 30 corps de métier, donc vraiment une pluralité de secteurs qui étaient rassemblés aussi. On a vraiment eu un effort pour rassembler les gens du monde des affaires et du monde du communautaire aussi qui puissent cohabiter ensemble autour d'une seule cause. Il ne faut pas oublier aussi qu'un des objectifs derrière le Jam de Design Thinking, c'était de présenter c'est quoi le Design Thinking aussi, parce que tu ne rassembles pas environ 180-200 personnes pendant 3 heures de temps sans nécessairement expliquer qu'est-ce que c'est le Design Thinking comme tel. Puis un des points les plus importants, c'est justement d'intégrer les camelots dans cet événement-là. Dans tous les participants qu'il y avait, ils étaient là un peu partout sur des tables. Il y a des tables qui étaient spécifiquement camelots, il y avait d'autres camelots qui étaient jumelés à d'autres personnes. C'est là que tu peux vraiment faire un effort d'empathie. Tu as directement l'usager qui est en avant de toi, qui va vraiment il faut que tu répondes aux besoins de cette personne-là précisément. Donc tu peux lui poser des questions live en trouvant des idées, en étant capable de prototyper
justement. Puis on a vraiment vu une belle participation des camelots aussi, qui à la fin, puis se promenaient de table en table pour aller voir c'était quoi les différentes idées qui étaient émergées de chacun des groupes. Puis ils étaient capables. Ils ont même venu présenter sur le stage aussi une de leurs idées qui a fait rire beaucoup de gens aussi, mais d'un point super positif, c'est une idée que eux, ils vivent à tous les jours. Et si on leur pose pas nécessairement la question, on n'est pas nécessairement capable de voir exactement c'est quoi leurs besoins. Exact. Puis là, je pense que les gens voient un peu la vidéo justement du jam, donc, qui est aussi disponible sur notre site. Vous allez pouvoir la voir en entier pour ceux qui ont été là. Même ceux qui n'ont pas été là, mais pour ceux qui ont été là, ça vous permet de vous voir un peu aussi si vous avez été sur la vidéo. Mais ce qui est ressorti finalement, pour nous, c'était ok, on fait ce jam, mais nous on continue le travail. Donc il fallait qu'on continue, donc on allait prendre ces idées qui sont ressorties de là, donc ça nous a fait beaucoup de travail, mais c'était génial parce qu'on a la diversité des idées qui est sortie était juste incroyable. Et donc on est venu ici, on est revenu justement dans notre lab, dans notre studio plutôt d'innovation. On a poussé un peu plus l'idéation, on a sorti d'autres idées, on a commencé un peu à clusterer un peu ou mettre en groupe ces idées-là, donc dans des groupes un peu homogènes, donc de thèmes un peu. On a eu des thèmes par exemple dans l'écologie. Moi, une des idées qui m'a beaucoup marqué, c'était de transformer le papier du magazine en engrais, en le brûlant en fait. Donc on brûle le papier et ça se transforme en engrais pour des plantes. Je trouve ça vraiment incroyable. Oui, il y a d'autres idées aussi qui étaient tout reliées à la gamification. Ça a l'air un peu banal, mais tu sais, des fois, à la Pokémon Go, être capable de trouver ton camelot, être capable de faire une course, savoir combien de camelots est-ce que tu es capable de parler à l'intérieur d'une seule journée, être capable d'échanger avec eux, accumuler des points comme ça. Donc vraiment créer une expérience au-delà de l'achat précisément du magasin. Non, c'est clair, il y avait aussi l'affichage, l'habillement, donc on en a parlé, il faut essayer de se démarquer, un problème de visibilité, donc ils ont pensé à comment changer le magazine, changer la jaquette, la couleur, avoir des messages personnalisés, donc c'était vraiment plein d'idées dans ce sens-là aussi. Il y a même les aspects de télé-réalité, on connaît c'est quoi une télé-réalité en tant que telle, mais être capable de créer un lien plus personnel avec le camelot. Des fois, les gens peuvent passer devant le camelot sans jamais lui parler. Mais s'ils sont capables justement d'avoir une autre vitrine où ils sont capables d'avoir l'information sur ce camelot-là, mais tant mieux. Un peu à la Human of New York. Oui, c'est ça. Puis c'était aussi d'être capable de voir un peu Montréal à travers leurs yeux, à travers les yeux d'un camelot. Donc c'était vraiment une très belle idée. On avait le marketplace, donc qui était... c'est comme tu as dit avant, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de talents chez les camelots. Donc comment mettre en place une plateforme où les gens viendraient rencontrer des camelots, que ce soit donc, sur d'un moyen digital, pour justement se rendre service et profiter des talents donc des camelots. Exactement. Puis un autre qui est sorti aussi, c'est l'aspect de kiosque. Parce que les camelots, ils sont un peu partout. Mais ils passent dans la foule, on n'est pas nécessairement capable de les voir quoi que ce soit, mais être capable de créer une sorte de station où est-ce que les gens peuvent s'arrêter, échanger avec le camelot, acheter différents produits qui sont faits aussi, puis entretenir une autre relation comme ça avec le camelot aussi. Exact. Puis finalement, on n'oublie pas les méthodes de paiement. Donc on a eu beaucoup d'idées aussi là-dessus. Donc on a décidé en fait de se focaliser là-dessus pour des raisons très simples. Donc comme on vous a dit, on a découvert vraiment plein d'autres choses, mais dans un souci au fait plutôt de ramener une solution assez rapidement. Donc on a décidé de se repencher sur cette problématique initiale, tout en bien sûr gardant les autres en tête qui vont être mais beaucoup plus pour du long terme. On va revenir rapidement vers la fin pour en reparler. Mais donc ça, on s'est repenché sur la méthode de paiement. Puis on est allé justement, on a pensé à cette méthode de paiement en termes de c'est quoi nos contraintes, puis c'est quoi en fait les critères idéaux en fait, de cette solution sur la base des datas qu'on avait, de notre compréhension du problème. Le contexte aussi dans lequel les scénarios évoluent, les différents termes de coûts et tout. Fait qu'il y a vraiment différents critères qui ont été pris en relation autour de ça parce que on ne peut pas nécessairement juste rentrer une solution sans considérer tout ça. Absolument. Et on va le voir aussi, mais c'est l'aspect de venir voir les gens qui permet aussi de concrétiser c'est quoi les contraintes, c'est les critères d'une bonne solution. Exact. Puis après, on les a finalement, donc on a eu plusieurs solutions, on avait plusieurs technologies. On avait donc
on allait voir du Apple Pay, du QR Code, plein de choses. Puis on les a classés par ordre en fait, de réponse aux contraintes. Puis donc les deux qu'on avait choisi un peu d'aller tester un peu, qui nous paraissait, qui répondait le plus aux critères, c'était donc le Square et les textos. Puis donc c'est ça. Puis on est parti en co-création, on est parti tester ces deux solutions là. Exact. Puis dans le fond, les tests qu'on a faits sur une durée d'environ 3 semaines. Non seulement on a rencontré au-dessus de 50 personnes, mais des 50 personnes où est-ce qu'on a fait les vrais tests avec eux, on est allé les interviewer, on a continué à comprendre comment ça se déroulait et tout. Puis des tests aussi avec les camelots, parce que dans le fond, c'est eux qui doivent interagir directement avec la solution. Puis les photos qu'on voit à l'écran en ce moment, ben, on voit les différents membres de l'équipe projet, dont il y a Adil, il y a moi aussi à gauche, on voit aussi Valérie qui est à droite, qui était membre assez importante de l'équipe projet aussi. Absolument, Valérie n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Valérie, si tu nous regardes, on aimerait te dire que tu nous manques, on aimerait te voir, mais elle est enceinte au fait et on te souhaite un accouchement qui se passera très bien et de te voir très bientôt avec un très beau bébé. On va rajouter un membre dans notre équipe, c'est ça qu'on... on va rajouter effectivement. Puis je pense qu'on parle aussi de prototypage justement. On a parlé de test mais pas de prototypage, puis on va peut-être avoir un peu de confusion. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le prototypage, c'est pas juste au fait créer une représentation de la solution. Ça a un but, et le but c'est d'aller tester les hypothèses au fait. C'est de mettre à nu ces choses qui sont pas concrètes, que si on avait créé finalement le produit, la solution avec les moyens qu'il fallait, on se serait retrouvé avec peut-être des fiascos. Exactement. Parce que des fois, on va aller trop vite dans la solution. Exact, ouais. Donc, si on ne fait pas nécessairement du prototypage avec les gens qui sont directement impactés, c'est là qu'on vient avoir des petits angles morts dans la solution finale qu'on vient présenter. Exact, puis je pense qu'un bon exemple de ça, c'était le Square. Oui, on pensait que c'était la solution, mais finalement, on s'est rendu compte très vite. Ça ne marchait pas. On est parti avec la première idée que c'est une solution qui existe déjà. Elle est déjà bien implantée, elle est facile d'utilisation aussi. On la voit dans différents commerces, différents cafés, même à Montréal ou partout, un petit peu dans le monde. Là. Ouais. Mais quand on l'a présenté, on a fait 3 ou 4 tests avec les camelots. Okay. Le premier, on arrive, là on se rend compte d'une première contrainte que quand on est dans notre studio ici, puis qu'on est en train de brainstormer sur des idées pour aller pousser plus loin les différentes idées qui sont sorties du jam, on ne prend pas en considération nécessairement l'environnement des personnes. Ouais. Puis quand on arrive avec le Square pour la première fois avec un camelot, on se rend compte que la camelot, elle a des magazines qu'elle est en train de vendre dans une main. Elle a sa pile d'autres magazines parce qu'elle ne vend pas juste un magazine à la fois forcément. Puis aussi qu'elle a son argent liquide avec elle parce qu'il y a encore des gens qui continuent à acheter en paquet aussi. Donc là, elle a comme les mains pleines. Puis on lui rajoute un Square avec lequel elle doit fonctionner. Puis le Square, il faut qu'il soit connecté avec un téléphone. Fait que là, il faut que le téléphone soit chargé. Alors, ça a continué comme ça, de fil en aiguille, à juste continuer à acheter des obstacles comme ça. Puis on s'est rendu compte que forcément, le Square n'était pas la meilleure option. Non, c'est ça. Puis ça, c'est sans parler de la contrainte de sortir sa carte de crédit dans un lieu public. Les gens n'avaient pas nécessairement confiance. Le coût d'acheter aussi un Square avec un téléphone pour les camelots. Donc, comme tu as dit, vraiment, beaucoup on s'est rendu compte très très vite, c'est une solution qui n'était pas viable. Non, ça fonctionnait. Et les camelots et les publics ne la voulaient pas. N'avaient pas nécessairement un bon feedback. Et le groupe l'itinéraire aussi. Oui, effectivement. Ça ne fonctionnait pas avec tout leur système, tout leur mode d'opération. Exact, c'est toute une logistique en arrière. Puis finalement, ce qui est ressorti, c'est le texto. Le texto, à la surprise de tout le monde. On en avait tous un téléphone dans nos poches, on n'a jamais pensé à cette solution-là directement. Puis qu'est-ce qu'on a fait précisément, c'est qu'on est parti sur la même base que le Square au départ. Puis on a vraiment commencé à aller voir c'est quoi les différentes hypothèses qu'on rencontrait avec le Square. Puis on peut le voir dans le tableau qui est juste en arrière de toi. Exact, notre storyboard, effectivement, oui. Et dans le fond, on peut voir que quand on construit un storyboard, c'est qu'on va le faire comme une ligne du temps avec les différentes étapes qu'une personne peut rencontrer. Puis on peut voir, dans le fond, tous les stickers qui sont roses en ce moment sur le tableau, c'est toutes des hypothèses qu'on est allé valider. Les hypothèses du public, les hypothèses directement des camelots et des hypothèses aussi du groupe l'itinéraire. Oui, exactement. C'est un outil vraiment intéressant où on va avoir toutes les étapes, comme si on simulait, c'est comme un scénario. Et là, on ressort un peu toutes les hypothèses qui nous paraissent vraiment importantes à aller tester. Et ça a marché finalement. C'était une solution qui marchait, mais
Puis les gens vont se dire, bah oui, mais c'est quoi le texto? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Les points roses qu'on retrouve à l'écran là, dans le fond, chaque point rose, c'est une itération. Ouais. C'est la beauté du process de design thinking aussi, c'est qu'on ne va pas avec une idée précise, puis on la lance. C'est à chaque fois, on va retourner valider. À chaque fois. Puis c'est là qu'on crée vraiment une solution qui est désirée, qui est faisable aussi, et qui est réalisable en fin de compte. Puis oui, à ton point, que oui, c'est bien beau. Le texto, expliquons-le, mais oui. Expliquer en tant que tel. On a un exemple à l'écran en ce moment. C'est assez simple parce que les différentes contraintes et critères qu'on avait de la solution, c'est que ça soit rapide. La personne qui veut acheter, qui descend du building dans sa pause café ou quoi que ce soit, qui rencontre un camelot, il ne faut pas que ça prenne 20 minutes à acheter nécessairement le magazine. Il fallait que ça soit rapide. Alors les différentes étapes, c'était vraiment... Si on le simulait, donc en gros, si t'es le camelot, moi je suis le client, donc comment ça marche? Dans le fond, tu te présentes à moi je te sollicite avec la vente du magazine comme à l'habitude. Tu me réponds une phrase du style « j'ai pas d'argent sur moi » ou quoi que ce soit. Moi je peux te répondre « mais maintenant on peut payer par texto ». Le texto, comment ça marche? Suscite ton intérêt. Comment ça marche? Moi je te donne un numéro à 5 ou 6 chiffres dépendamment du fournisseur. Et je te donne mon numéro de camelot à moi. Parce que chaque camelot a un numéro. Donc je rentre un numéro et ton numéro de camelot. Exactement. J'envoie. T'envoies et puis tu reçois un message qui dit « Merci d'encourager l'itinéraire aujourd'hui. Veuillez entrer s'il vous plaît le numéro du don ou le montant du don ou de l'achat. » Dans le fond, libre à toi de... Donc là, je rentre. Puis là, c'était important de rappeler aux gens pourquoi on a fait cette étape-là est important parce que les gens achètent, mais les gens font des dons aussi. Donc c'est important d'être capable de choisir le montant. Donc moi, je vais dire, bon, là, dans l'exemple, on a mis $3. Je suis assez radin. J'aurais quand même mis 10, 5. Mais bon, donc 3. Donc une fois que j'envoie ça, et dans le fond, tu reçois un message. Tu reçois un message de confirmation qui te remercie d'avoir encouragé, qui te dit maintenant que tu peux prendre ton magazine itinéraire. Donc moi, ce qu'il me reste à faire, c'est de te donner le magazine. Super. Et dans ta confirmation, tu as par exemple mon nom, tu as Danny, donc Danny te remercie. Ça permet de tisser un lien directement avec la personne. Puis tu as une trace après ça du camelot que tu as déjà encouragé. Super, merci Danny. Puis dans le fond, merci pour le la question qu'on recevait quand on venait l'expliquer aux gens après, c'était oui, mais aviez-vous l'argent? Parce que je viens de payer quelque chose, j'ai un magazine, mais j'ai aucune idée ça part d'où ça vient. Pas besoin de rentrer ton numéro de carte de crédit, aucune information bancaire qui est entrée. Comment ça fonctionne? C'est directement sur ta facture de téléphonie cellulaire. Tu as le 3 $, le 5 $, le 10 $, dépendamment du don, le montant que tu as voulu donner, qui est facturé. Puis dans le fond, l'administration du système en arrière envoie l'information au groupe l'itinéraire. Le camion, après ça, peut s'en aller, retourner au bureau de l'itinéraire, prendre les différentes ventes qu'il a faites. Exact. Donc, en gros, ça répond aussi finalement à la problématique. Pas besoin de sortir votre carte de crédit. Votre carte de crédit reste dans votre poche. C'est rapide, puis c'est quelque chose avec lequel les gens sont familiers. C'est un texto. Tout le monde s'est envoyé un texto, puis c'est quelque chose qui a été important pour nous à tester et à ramener sur la table. Sans aller trop dans le détail, mais quand on a commencé à valider cette hypothèse, cette solution-là, on a trouvé d'autres enseignements aussi. On ne rentre pas nécessairement dans le détail, mais il y a encore des gens qui veulent l'acheter en version en argent physique. Bien sûr. Il y en a d'autres, une génération plus jeune, qui, eux, une super grande ouverture à aller justement le payer par texto. Il n'y a pas nécessairement de contrainte de sécurité ou quoi que ce soit. Non, exactement. Puis de toute façon, je pense que c'est ce qu'on disait, il y aura des gens qui auront toujours du cash. Puis de toute façon, c'est une option. On ne change pas complètement le moyen de paiement. C'est une option en plus si on n'a pas de cash. Les prochaines étapes, donc là la solution a été sortie, donc on a testé, on a eu des prototypes. Puis en fait, pour rappeler aux gens comment on a testé, on a vraiment fait des simulations comme ça avec nos téléphones. On donnait aux gens donc le magazine, les gens le voyaient, puis on leur envoyait nous des messages à partir de nos téléphones quand on voyait que la transaction était passée. Mais donc ce qui sont bien, donc après qu'on ait validé la solution comme quoi elle marche, c'est de finalement aller chercher du financement pour être capable de mettre cette solution pour la rendre vivante. Puis donc là on en profite justement pour faire un appel aux gens qui seraient intéressés au fait de venir en partenariat avec l'itinéraire pour aller développer cette solution là, donc d'aller la réaliser. Donc nous aussi on va continuer notre processus avec eux, mais en termes de s'il y a des gens qui sont intéressés, donc ça serait une opportunité, vous pouvez rentrer en contact avec l'itinéraire. Exactement. Et au-delà du financement, tout ce qui est la sélection finale de la solution, parce qu'il existe différents fournisseurs, voir comment est-ce que le tout s'implante directement dans les systèmes qui sont en place à l'itinéraire. Puis après ça, tout ce qui est l'implantation de la solution, et aussi l'accompagnement. Parce qu'il y a l'accompagnement à faire auprès des camelots, il y a de la formation à faire
auprès des gens qui travaillent à l'itinéraire pour être capable d'administrer ce système-là. Puis il y a de l'éducation aussi auprès de la population. Avec toute l'espèce de campagne marketing qu'il faut mettre en place autour de ça pour faire connaître ce nouveau mode de paiement-là. Et il y a différentes étapes qui continuent absolument. À la suite de ça. Le projet n'est pas fini, on a fait la plus grosse partie. Là, c'est vraiment la partie où on va aller la créer. Donc nous, on va suivre ce processus aussi. Ce qu'il y a à savoir aussi, donc en termes d'étapes, prochaines étapes, c'est la mise en place d'autres idées. Donc les idées dont on a parlé au début, qui répondent à la plus grande problématique ou aux autres questionnements, vont être évaluées par l'itinéraire. Donc on a sélectionné des idées, vous allez pouvoir le voir, on ne va pas voler le punch, il y a des choses qui vont arriver. Ça va prendre un petit peu plus de temps, comme on vous a dit, vu que la problématique est vraiment beaucoup plus que juste basée sur le paiement. Le paiement va était essentiel si on veut changer, mais il va falloir changer les autres aspects qu'on a découverts. Toujours retourner vers cette relation, cette expérience-là, autant du client que du camion. Exactement. Aussi, en tant que tel. Exactement. On en est déjà aux questions. Exactement. Écoutez, on va être là pour... on va essayer de voir les questions qu'on va avoir... on va pouvoir les voir un peu à l'écran. C'est les questions auxquelles on va pouvoir répondre. Ou en fait, si vous pouvez tout continuer à les écrire. Et avec la magie du cinéma. Ouais, et voilà, on a des questions qui arrivent devant nous. Elles sont arrivées. Alors, la première question. Allez-vous faire un deuxième Design Thinking Jam? Ouh! Bon, il faut qu'on peut le dire. On va le punch déjà. On va le punch. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. On va réaliser un deuxième Thinking Jam. On ne sait pas nécessairement avec quel organisme on va le faire encore. Donc, s'il y a des gens qui sont ouverts à vouloir donner leur cause, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire sans problème. On va faire toutes les démarches pour être capable de répondre aux différentes problématiques que vous pouvez nous soumettre. Absolument. Absolument. On pense lancer justement un processus beaucoup plus tôt dans l'année pour véritablement capturer les demandes qui existeraient et les causes. Donc c'est quelque chose qu'on pourra vous communiquer dans les jours à venir ou au début de l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ça puis restez attentifs à nos communications. Deuxième question. Ouais. Donc en dehors du communautaire, à quel autre projet pourrait s'appliquer cette approche de design thinking? Très très bonne question. Ça s'applique au fait à la base, donc un peu peut-être d'historique sur le design thinking. C'est une approche qui émane de l'industrie, donc qui émane beaucoup plus plutôt des technologies. Un exemple, la souris Apple, la première souris d'Apple a été faite sous un modèle de design thinking par IDEO, qui sont un peu les leaders dans le marché à San Francisco. Donc ils ont utilisé cette approche-là pour créer cette première souris. Après, ça on parle quand même des années, au début des années 1990. C'est vraiment, on revient très longtemps. Depuis, on retrouve cette approche dans vraiment la création de produits, la création de services, aussi la création d'expériences, que ce soit donc, du digital, que ce soit humain. Donc c'est vraiment une approche qui est généralisée à toute récupération finalement, ou à toute résolution de problèmes. Oui, puis nous, on l'applique dans différentes industries, dans différentes entreprises aussi. Absolument. Dans différentes conférences. Donc, vraiment, on est allé dans le milieu de la santé, on est allé dans le milieu bancaire, on est dans le milieu financier, on est dans le milieu de l'aéronautique. Vraiment, on est vraiment en train de tisser différentes possibilités de l'application du design thinking. Exactement. Si vous avez plus de questions par rapport à comment le design thinking peut vous aider, si vous avez une problématique, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site, envoyez-nous un email. Puis on pourra aussi vous parler un peu de nos réalisations qu'on fait en ce moment et qu'on a fait avec des entreprises notamment, et pas juste dans le domaine communautaire ou social. Exactement. Et la dernière question, quelle a été la réaction de l'équipe de l'itinéraire par rapport à la solution donnée? Alors, dans mon impression à moi, la réaction elle était super bonne. Je suis d'accord. Parce que tout au long du processus, ils sont impliqués dedans. Ils n'arrivent pas à la fin avec une surprise, c'est comme voici la solution. Faites-nous confiance, on a validé toutes les hypothèses en arrière et tout. Tout au long du projet, ils sont mis au courant. Et puis, ça fait en sorte que la solution finale à la fin, mais c'est pas une surprise pour personne. Puis, c'est innovant.
Puis dans le fond, ils sont préparés aussi pendant qu'ils reçoivent la solution. Exactement, je pense qu'il y a eu, c'est venu progressivement comme tu dis, c'est-à-dire qu'à chaque étape de la solution, donc ils étaient là. Donc même s'ils avaient par exemple, eux, ils avaient ils voyaient Square comme étant une solution qui pouvait marcher, ils ont très vite vu pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Donc avec des exemples, les camelots sont venus leur donner du feedback, leur dire écoutez, on a essayé, ça ne marche pas, nous on ne le veut pas non plus. Donc on n'a pas eu à faire un exercice justement de les convaincre, l'expérience justement, donc c'est ce qu'on va chercher quand on teste, c'est d'aller chercher des faits, la réalité, plutôt que des suppositions. Et donc ça a été ça ce qui a été fait. Et ils ont justement aimé tous les aspects que ça venait leur apporter en termes de réponse aux critères d'une solution idéale pour eux. Donc effectivement, je pense que la solution a été vraiment très bien accueillie. On a d'autres questions. Un petit oiseau est venu poser d'autres questions pour nous. Donc Adil, avez-vous aussi des projets liés à la FinTech? En ce moment, non. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. En fait, le projet de l'itinéraire, qui est du micro-paiement, peut s'adapter un peu à de la fintech. Ça peut évoluer vers là, mais c'est des choses effectivement qu'on pourrait faire. Moi, dans mon passé, j'ai travaillé sur des solutions un peu aussi de fintech avec des banques. Mais en ce moment, non. Mais si vous avez un projet en fintech, venez nous voir. Ouais, très ouvert à tout. Oui. Alors, on a une autre question aussi. À la fin, dites aux gens. Ouais, non, ok, non, c'était pas vraiment une question. Alors, est-ce que tout le monde a le profil pour participer à des workshops de DT? Très bonne question. Un des principes du design thinking, c'est la multidisciplinarité. Ok. C'est vraiment d'aller voir le plus d'opinions possible autour d'une équipe, autour d'un workshop, quoi que ce soit. Fait que chacune des personnes a une capacité à faire un workshop de design thinking. La principale qualité, c'est d'être capable d'être empathique. C'est être capable la personne qu'on rencontre, c'est d'être capable de l'écouter, de comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit, puis être capable d'aller plus loin dans son idée, plutôt que de prendre l'information, puis de la garder pour soi, puis commencer tout de suite à trouver une solution, puis y revenir avec la solution après ça. Exact. C'est vraiment être capable de comprendre l'interlocuteur qui est en face de nous. Écoute, moi j'ai un message à passer aux gens, c'est le design thinking, c'est fait pour tout le monde. C'est une approche où justement on se découvre comme étant créatif, comme étant des gens qui sont capables de résoudre des problématiques. C'est vraiment un éveil un peu de conscience, de se dire mais on a ce qu'il faut. Donc ça permet juste au fait de venir éveiller un peu des choses, vous recadrer par rapport à certains principes. Et finalement, c'est une façon de vivre, c'est un mindset que vous allez pouvoir avoir, et que vous allez avoir pour votre vie professionnelle mais aussi personnelle. On a une autre question qui vient d'arriver en disant, c'est quoi votre meilleur moment pendant toute la démarche du projet? Moi j'ai déjà la mienne. Ouais. Quand on faisait la co-création à la fin, on est parti avec la solution du texto. Okay. On est allé proche de la station Berry-UQAM à Montréal et on a fait l'exercice de vendre le magazine en tant que tel. Avec Jean-Paul? Ah non, nous-mêmes. Nous-mêmes, oui. Ah oui, mais oui. Tout ça, on est parti avec les magazines, on est parti avec la solution, on est allé dans la rue puis on a commencé à vendre, à approcher les clients pour réussir à vendre le magazine en tant que tel. Et quand on parlait au tout début de l'aspect de vulnérabilité, les gens ils sont dans des situations précaires, puis ils s'en viennent faire face aux clients. Et le nombre de refus qu'on est capable de recevoir, c'est là où est-ce que tu te rends compte vraiment c'est là où est-ce que l'empathie de la démarche prend tout son sens. C'est quand tu te mets vraiment dans la peau, tu te mets vraiment dans la situation de la personne qui arrive pour vendre, puis que tu arrives pour essayer d'en vendre, puis on était 3, on a passé je pense 1 heure, je pense qu'en tout on a peut-être vendu 3 magazines à 3 personnes dans l'espace d'1 heure. On va pas se rappeler les mauvais souvenirs. Mais quand même, c'est un élément qui est marquant en disant comment est-ce que dans le futur on fait pour répliquer une telle situation comme ça, comment est-ce qu'on fait pour, même si on arrive en entreprise dans un autre domaine communautaire, quoi que ce soit, comment on se fait pour vraiment se mettre dans la peau précisément des gens pour vivre vraiment leur réalité en tant que telle. Ça, je te dirais, c'est le moment fort pour toi, du projet pour moi. C'est là où est-ce que se mettre dans la peau de l'utilisateur, c'est vraiment prendre tout son sens dans cette situation. Pour moi, j'avoue que ce moment était vraiment spécial, effectivement. Si je devais ajouter un moment, je dirais la fois où on a testé avec Jean-Paul, Berry-UQAM. Oui, c'est vrai. Ça a été, alors pourquoi ça a été incroyable? Parce que Jean-Paul, on lui a expliqué la solution, ça a été vraiment, pour lui ça a été une illumination. Comme un déclic. Comme un déclic, il dit mais
ça va marcher. Il lui dit, cette idée est géniale, j'ai envie, ça va marcher, c'est sûr. De résultat, au bout de ligne, après 1 heure, on avait fait une quinzaine de ventes avec le texto. Ouais. C'était incroyable de voir comment, en fait, de un, parce que oui, la solution peut-être marchait, mais aussi de voir, lorsque lui il était convaincu de la solution, c'était donné à fond on va dire, pour démontrer qu'est-ce que c'est et essayer donc d'aller récolter des achats par texto. Puis, je parlais à justement Eric qui est avec nous dans le studio d'innovation, puis lui Ouais. il disait que son moment le plus fort, c'est le jam en tant que tel. Eric, oui, Eric, notre VP d'innovation. C'est vraiment la réussite du jam, être capable de réunir 180 personnes autour d'une même et unique cause, la génération d'idées, l'énergie qu'il y avait autour de cet événement-là aussi. C'est vraiment un élément où les gens nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça avant tel événement comme ça. Puis il y a même différents journalistes de mémoire comme l'actualité ou la presse affaires qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu une nouvelle génération être capable de se rassembler comme ça puis générer justement des idées autour d'une seule cause. Effectivement, on ne redira jamais assez, mais ça a été un événement vraiment incroyable. Donc, restez attentifs pour le prochain. Puis pour ceux qui se demandaient, le webinaire complet va être disponible sur le site web. Oui, il va être enregistré. De Talsum, oui. Oui, il va être enregistré. Vous allez l'avoir en format vidéo. Exactement. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on vous invite aussi à aller sur le site web de Talsum pour vraiment être capable d'aller voir plus d'informations sur les offres de Talsum, mais aussi les différents événements qu'on est capable de créer autour du design thinking. Exact. Je pense qu'on arrive vers la fin, au fait. Donc, on aimerait juste peut-être vous rappeler effectivement que c'est une série de webinaires qu'on est en train de lancer. Oui. Pas seulement en innovation. Il y en a d'autres. Vous inquiétez pas, il y a des gens très intéressants. Donc, blague à part, le prochain webinaire. Prochain webinaire le 16 janvier autour de tout ce qui est Employee Journey. Voir comment est-ce qu'on est capable d'améliorer l'expérience employée par une démarche de design thinking pour augmenter tout ce qui est mobilisation ou aussi satisfaction au travail. Mais aussi l'expérience du point A au point Z d'un employé au travail d'une organisation. Absolument, ça va être le 16 janvier. Ça va être aussi présenté par l'équipe d'innovation. C'est l'une des approches qu'on a développées. Donc, des communications vont vous être envoyées pour avoir plus de détails avec les liens et tout. Puis comme je vous disais, par la suite, il y en aura d'autres où on va parler de nos pratiques d'architecture stratégique, de gestion de projet, de gestion du changement. Vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment vivement de participer, d'être des nôtres. D'être des nôtres, absolument, ça va être très 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 instructif. Donc, mot de la fin, Adil. Merci beaucoup. Merci Dani, franchement. Merci à toi aussi. Merci. Ça a été un très bon moment. On se revoit le 16 janvier. Bah écoute, on va essayer de faire de la communication d'ici là, mais le 16 janvier, normalement, on va être ici. Ouais. Donc, à très bientôt. Très bien. À très bientôt tout le monde. Merci.